La corruption. L'Afrique reste l'une des régions les plus corrompues du monde, selon l'indice de perception de l'ONG Transparency International de l'édition 2015. Par exemple, l'ONG établit avec 167 pays sur une échelle de 0 points, perçus comme très corrompus et 100 points comme pays intègres. Alors, sur les 52 pays de l'Afrique, eh bien, seulement 6 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 50 points. Le Botswana, 28e au rang mondial, arrive à la première position sur le plan continental avec un honorable score de 63 points. Alors le Bénin se classe 15e pays africain et 83e au plan mondial. Vraisemblablement, le phénomène est là, endémique. Les sources culturelles et impact du fléau sur le développement feront donc le premier débat de cette émission. En second lieu, nous nous pencherons sur les techniques de lutte contre la corruption. À cet effet, on verra si l'éducation endogène peut être une panacée. Mesdames, Messieurs, mais avant de retrouver donc le débat, voici le point de l'actualité sur le continent. L'ancien Conseil national à la sécurité nigérien Sambo Dasuki, jugé pour corruption, a accusé jeudi le président Muhammadu Buhari de le poursuivre pour des griefs politiques vieux de plusieurs décennies. Dasuki, visé par 3 procès dans le cadre d'un scandale de détournement de milliards de dollars destiné à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, est maintenu en détention par les services de renseignement depuis son arrestation en décembre dernier. La militante burundienne des droits de l'homme, Marguerite Barankissé, a appelé la communauté internationale à agir d'urgence avant qu'il ne soit trop tard et que la situation dans son pays dégénère en génocide comme au Rwanda en 1994. Les crimes de Nkurunziza sont connus, le monde entier ne va pas dire qu'il n'était pas au courant. Nous l'avons assez crié, s'est-elle désolée. En Afrique du Sud, dans la collision ce jeudi de 2 trains dans la banlieue de Durban, près de 130 personnes ont été blessées, mais aucune grièvement. C'est ce qu'ont indiqué les services de secours dépêchés sur place, selon les explications du porte-parole des services médicaux d'urgence. L'un des trains a déraillé et des wagons ont été endommagés sous un pont, compliquant le travail des services de secours. Les causes de l'accident n'étaient pas immédiatement connues. Le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour reçoit 2 personnalités des mondes, en tout cas différents, mais très connus. Alors, nous avons Amoussa Raimi, il est plasticien, métaphysicien. Il a participé à la rédaction du livre dont le titre est Corruption au Bénin, manifestation, signification, source et approche de solutions. Amoussa Raimi, bonjour et merci donc d'être sur ce plateau. Bonjour mon frère. J'ai également sur ce plateau le docteur Hervé Kambieli, il est géographe socio-démographe, enseignant à l'université du Bénin, il a été le secrétaire de rédaction du même ouvrage sur la corruption. Docteur Hervé Kambieli, bonjour et bienvenue également sur ce débat. Bonjour cher Kodjoga Beton. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose donc de retrouver le débat juste après cette virgule. La corruption est politique, institutionnelle, administrative, entrepreneuriale, bref, partout y compris donc les lieux de culte. Vous y avez consacré une étude scientifique, le résultat est connu dans cet ouvrage de 316 pages avec comme titre « Corruption au Bénin, manifestation, signification, source et approche de solutions ». Docteur Hervé Kambieli, d'où est partie donc l'idée que les enseignants du supérieur surtout s'intéressent à un tel sujet plus ou moins politico-économique. Merci bien pour cette question. Vous savez très bien que nous, bien qu'étant enseignants du supérieur, nous sommes aussi citoyens, nous sommes au sein de la population. Nous vivons des situations dans le monde de l'administration, au sein de la société, qui sont des situations qui nous amènent à vivre des cas de corruption et autres. Ainsi donc, nous avons réfléchi à l'issue des fonds compétitifs de recherche que le rectorat de l'Université d'Abomey Calavi a lancé dans sa deuxième phase sur le sujet de la corruption. Et cela nous a amené à faire une contextualisation et cela nous a donné lieu à produire un travail afin de voir dans quelle mesure nous allons proposer une approche endogène innovatrice d'éducation et de rééducation des populations pour venir à bout du flot de la corruption. Cela nous a aussi permis, cela nous a amené à nous poser une question. La corruption serait-elle bien comprise comme une tradition, une valeur, un savoir-faire ou un savoir-vivre? Tout cela nous a amené donc à réfléchir davantage et à voir dans quel contexte
on pourrait partir des situations endogènes de nos populations et de proposer des éléments de lutte contre la corruption dans leur milieu respectif. Voilà, donc à la rédaction de ce document, beaucoup d'acteurs, les linguistes, les historiens, les juristes, mais également des hommes plus ou moins nouveaux dans votre concept, les métaphysiciens ont participé également à ce travail. Yamoussa Raimi, vous y avez contribué à la parution de cet ouvrage, Corruption au Bénin, manifestation, signification, sources et approches de solutions. Quelle a été, votre contribution exacte? Merci, mon frère. Permettez que je remercie tous les membres du projet et que je puisse rendre hommage à un éminent personnage de notre pays, son excellence M. Pascal Irénée Koupaki, parce que dès le départ, c'est lui qui m'avait un peu attaqué sur ce sujet. Quelle serait la part alors de la métaphysique, de nos valeurs endogènes dans la lutte contre la corruption? Et c'est, Dieu merci, et comme le hasard n'existe pas, mes amis et frères également sont venus et nous avons maintenant fait le travail ensemble. Donc nous lui rendons hommage. La clé, en fait, de la lutte contre la corruption, c'est simplement que nous puissions enseigner les lois de fonctionnement de l'univers à travers l'erreur et la qualité de la destinée. L'erreur et la qualité de la destinée. Vous verrez que lorsque vous allez lire le livre, nous avons expliqué de long en large comment la corruption est une rébellion contre l'innocence de la conscience. La corruption est une rébellion contre l'innocence de la corruption. Et donc... De la conscience. De la conscience, merci. Et dès l'instant où la conscience est corrompue, tout le programme même du destin, de l'être qu'il adopte, commence par subir des instabilités. À travers non seulement des épreuves, mais aussi des maladies, et surtout à travers sa progéniture. Je crois que nous allons revenir sur ces aspects de la chose. Alors, je reste avec vous, Yamoussa Raimi. Pourquoi cette généralisation du fléau? Oh, c'est surtout à cause de l'inversion des valeurs de compétence et de l'individualisme poussé. Et surtout aussi à cause de l'impunité. La jeunesse ne voit pas des exemples d'intégrité. La jeunesse voit des gens qu'on dit avoir été des auteurs d'actes de corruption, mais qui sont en liberté et qui narguent pratiquement tout le monde. L'autre chose, c'est le développement des communications aussi qui participent d'un certain type de développement de mensonges. Regardez simplement jusqu'à quel point le mensonge s'installe aujourd'hui à partir des portables. Les réseaux sociaux, vous voulez dire? Les réseaux sociaux. Et l'autre chose, c'est surtout à cause de la déstabilisation de la famille, du foyer familial. Parce que c'est l'exemple qui crée la suite dans les exemples. Dès l'instant où l'enfant n'a pas d'exemple, c'est l'exemple qui est devant lui, qu'il suit. Mais le plus terrible dans ça, c'est quoi? Il va falloir que nous révélons aux gens que le sang est une mémoire. Le sang a une mémoire. La matière, toute matière a une mémoire. Et donc que le corps humain a une mémoire. Et dès l'instant où vous posez des actes de corruption, vous-même vous êtes acteur de corruption, vous êtes corrompu, le sang enregistre. Et à travers nos enfants, ça continue. Donc il va falloir que nous... Donc c'est un phénomène à la limite générationnel. Alors, Dr Kombieni, le métaphysicien pense que la désintégration des familles en est pour quelque chose, mais à votre niveau, sur tout le continent africain, on remarque le phénomène. Est-ce que vous pensez que la pauvreté et la démographie galopante en sont également pour quelque chose? Merci bien pour cette question, mais la préoccupation peut être nuancée.
Pour moi, la pauvreté ne peut pas nécessairement être un élément susceptible de générer la corruption. Parce que d'abord, si chacun de nous peut vivre selon ses moyens, en quoi la pauvreté pourrait être un élément important? Ah ben vous savez que la mobilité sociale oblige. Vous avez peut-être fréquenté avec un individu qui du jour au lendemain aura une carrosse et vous êtes toujours à pied ou à la limite une petite moto. Si je dois vivre selon mes moyens, je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un. Et cela m'amène nécessairement à vivre décemment et à montrer que je peux être un exemple. Tout à l'heure, Amoussa Rahimi disait que c'est l'impunité. C'est parce que nous n'avons pas de repères que la corruption a fait son nid dans notre pays ou même sur le continent africain. Il faut comprendre que lorsque l'impunité va être quelque chose désormais admise et que nous allons pouvoir rendre gorge tout de suite lorsqu'il y a des cas de corruption, c'est sûr que ceux qui vont suivre prendront le pli. Eh ben pensez-vous qu'on peut arriver là un jour? Cela arrivera, ça c'est clair. C'est vrai qu'on dit généralement qu'on ne pourra pas éradiquer la corruption, mais on pourra réduire l'effet de corruption. Et ça va être déjà important que cela soit ainsi. Alors, pour ce qui concerne la démographie galopante dont vous parlez, il faut noter que la croissance de la population va avec un type de croissance économique de telle sorte que les populations puissent vivre et résoudre leurs besoins fondamentaux sans souci. Sur le continent africain, c'est le cas? Nous pouvons dire que ce n'est pas le cas parce que la corruption, qui est un élément de réduction de la croissance économique, ne peut pas aider la croissance démographique à créer un épanouissement certain. Ce qui fait que pour vivre correctement dans un pays avec des moyens plus ou moins bien pour la population, il faut que nécessairement que la croissance économique soit 2 fois supérieure à la croissance démographique. Alors donc, si la croissance démographique a un pas très élevé, actuellement au Bénin nous sommes à plus de 3,50%, là, la croissance économique tourne autour de 5%, c'est normal que la pauvreté ou le panier de la ménagère, voilà, ne soit pas assez suffisant pour permettre aux gens de vivre. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que la corruption doit être présente pour permettre de joindre les bouts, pas nécessairement. Alors donc, il faut noter que si la croissance de la population ne doit pas aller dans le sens de la corruption, les éléments de corruption qu'on utilise et qui sont réprimés, les ristournes, c'est-à-dire les éléments obtenus, générés à l'issue de la lutte contre la corruption, pourraient permettre à la population de régler les questions de pauvreté. Cela signifie qu'il ne faut pas nécessairement tenir compte des éléments de corruption pour dire que la population augmente, je suis pauvre, il faut que je fasse des actes de corruption pour m'en sortir. Si la population qui est dans un pays évite les cas de corruption, les pertes de l'État qui se transforment en gains pourraient permettre de résoudre un certain nombre d'infrastructures, de créer un certain nombre de construire un certain nombre d'infrastructures, je vais dire, et permettre la meilleure vie, donc la mobilité. Là une redistribution équitable et harmonieuse de la République pour que les uns et les autres se sentent mieux. Amoussa Rahimi, est-ce que la corruption est innée en l'homme? Je viens de dire tout à l'heure que le sang a une mémoire. Et toute matière a une mémoire. Est-ce que ça veut dire qu'au commencement, l'homme était déjà corrompu? Oui. À partir du moment où, dès le commencement, tout est double, blanc et noir. Pôle positif, pôle négatif. Les intentions positives, les intentions négatives. Cela veut dire quoi? Le plus important aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que c'est avant la conception qu'il faut préparer l'homme de demain, l'homme de qualité de demain. Mais est-ce que tu condamnes la corruption? Quand vous lisez dans le Coran et dans la Bible, Dieu nous a toujours avertis sur les actes criminels contre la conscience qui génèrent les épreuves et les douleurs. Cela veut dire quoi? Dieu n'a jamais... La preuve, tu ne tueras point. Donc c'est notre libre arbitre alors qui dirige. C'est le libre, merci. Le plus, vous verrez que ceux qui s'adonnent vraiment aux actes de corruption, vous verrez que ce sont des ignorants des lois de fonctionnement de l'univers. Ils ne connaissent pas les lois de fonctionnement de l'univers. Et ils n'ont pas pitié de leur propre génération. Ils n'ont pas pitié de leur propre famille.
et ils n'ont même pas pitié de leur propre pays. Parce que si il va falloir enseigner les lois de réincarnation pour que les gens cessent de croire que tout finit à la mort. Vous croyez en la réincarnation? Mais oui, il suffit d'aller dans nos traditions. Il suffit, le Djotor, ça ne vous dit rien? Quand on parle de Djotor, c'est parce qu'on a éliminé l'enseignement sur la réincarnation que beaucoup de dégâts se créent aujourd'hui, pratiquement dans le monde entier. Les gens se disent, et donc? Non, et donc, il n'y a jamais de et donc. Rien n'est fini. Tout se poursuit à travers notre suite que nous avons nous-mêmes générée. Cela veut dire qu'il suffit de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à partager ce que nous faisons dans l'ombre comme à la lumière du jour. Cela se propage à travers tout ce que nous laissons comme héritage, en biens matériels comme sur les enfants, les progénitures. C'est à nous de protéger maintenant les enfants de demain. Et le plus important aussi, c'est quoi? C'est que le sommet soit l'exemple. Et malheureusement, ce sont les autorités, la plupart du temps, dans n'importe quel pays africain, qui détournent. Vous savez, nous élisons depuis quelque temps des chefs d'État par complaisance. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas les chefs d'État qui opèrent. C'est des gens qui donnent des instructions et c'est les cadres subalternes qui procèdent à ces actes de prévarication, M. Amoussa. Alors, docteur Combienou, vous, Dieu, comme Amoussa vient de le signifier tout à l'heure, Dieu nous a laissé notre libre conscience pour agir sur la terre, étant entendu. Il y a ce principe qui dit que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Est-ce que vous ne pensez pas que la corruption, Dieu même l'a autorisée? Non. On ne peut pas le dire comme ça. En fait, pour rentrer un peu sur le plan spirituel, il faut dire que la corruption, elle est un processus qui est né avec les comportements de l'homme. Dieu a laissé libre cours aux hommes de se gérer comme ils peuvent, mais Dieu n'a pas orienté les hommes vers les actes de corruption. Les hommes ont profité d'une certaine de certaines situations, ont profité de certaines ouvertures pour commencer par se comporter dans une perversion qui a donné lieu aux actes de corruption, du fait de leur position, du fait de leur pouvoir ou du fait de leur situation socio-professionnelle et de leur position géographique. Alors, dans vos études empiriques, afin de sortir donc cet ouvrage scientifique, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des faits culturels ou cultuels qui font le nid à la corruption, surtout quand je prends le Bénin? Vous avez travaillé beaucoup plus. Oui, nous avons effectivement fait des missions au niveau national sur les 3 années du projet et nous nous sommes rendus compte que les actes de corruption existent et cela se pratique différemment selon l'environnement géographique dans lequel nous sommes. Nous avons parcouru des services dans lesquels les populations ont beaucoup plus de contact avec les acteurs de l'administration, notamment les sièges sociaux des communes qu'on appelle les mairies, où un certain nombre de pièces sont délivrées aux populations et avec un certain nombre de délais. Malheureusement, certaines personnes ont besoin de ces pièces-là dans un délai beaucoup plus réduit. Cela donne lieu à des actes de corruption. Nous avons parcouru aussi les chefferies et les royaumes. C'est-à-dire, nous sommes allés voir des rois pour leur demander l'historique de la corruption. Est-ce que cela existait il y a longtemps? Pourquoi ça se passe de cette façon? Est-ce que même si cela existait, est-ce que cela se passait de la même façon qu'aujourd'hui? Alors, quand nous avons parcouru ces gens, bon, ce n'est que quelques exemples que je donne là, quand nous avons parcouru ces gens, nous nous sommes rendus compte que dans chaque milieu, aussi bien en partant de Porto-Novo jusqu'à Parakou, en passant par Kétou, Boycon, Abomey, etc., nous sommes rendus compte que dans chaque milieu, les gens utilisent des expressions pour exprimer des faits de corruption. Ici, je ne dirai pas dans les langues exactement ce que les gens disent, mais de façon traduite en français, vous allez entendre les gens disent, plutôt dans le contexte de la corruption en tant que mendication, souvent vous entendez dire manger quelque chose dedans.
Voilà, Doudou Démé si vous voulez. Doudou Démé. Voilà. Ou bien, on dit la personne qui donne à manger à un enfant ne peut s'abstenir de lécher cette voie. Vous voyez, voilà des expressions que les gens utilisent. Si l'on a un frère qui est en haut du pommier, on ne peut pas manger des pommes vertes. Ou celui qui veut caresser la bosse d'un bossu ne peut pas le faire sans huiler sa main. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des situations où le corrupteur utilise un certain nombre d'expressions pour montrer, pour justifier son acte, voilà, exactement. Et celui en face de qui il est, lui aussi il comprend et il sait très bien que s'il ne met pas une pierre sur son dossier va s'envoler. Lui aussi il revient et puis l'acte de corruption est noué. Cela signifie aussi que le corrupteur, s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Ça signifie que celui qui vient de l'administration pour un travail qu'il sollicite, il peut être aussi acteur de corruption. Et c'est tout ça là qui nous a amené dans un cheminement didactique contre la corruption, à faire une analyse des formes de langage constatatif et performatif, voilà, et préventif et répressif, que nous avons traduit d'une façon ou d'une autre dans ce document que vous avez en face de vous. Amoussa Raimi, est-ce que cela a un impact sur le développement? Ah oui, oui, parce que quand vous prenez simplement quelqu'un qui a volé en grandeur nature, remarquez que dans nos milieux africains, celui qui ne veut pas qu'on l'arrête, ce n'est pas seulement qu'il se fait ami au juge et au magistrat. Il va aussi dans le milieu occulte et donc fait intervenir parfois la sorcellerie de manière à terroriser ceux qui peuvent le poursuivre. Et vous verrez que la plupart du temps, ça fait que beaucoup de gens sont déstabilisés. Mais vous ne savez pas qui sont les auteurs. Sinon, comment comprendre que peut-être un juge qui quitte sa maison, était sur un dossier et brusquement fait un accident bizarre et puis meurt. C'est pour vous dire que le phénomène de la corruption va même dans l'invisibilité d'action et fait que parfois des compétences sont hypnotisées, anéanties et fait que d'autres qui voient et qui n'ont pas peut-être derrière eux des gens pour les protéger, pratiquement aussi se taisent. La peur s'installe. La peur s'installe. Parce que, en fait, celui qui gère la corruption, qui est tout le temps dedans, vous verrez qu'il a l'art de l'intimidation. Il l'intimide partout. Et il utilise l'arme de la peur, l'art de la manipulation. Et parfois, il cogne tellement des têtes ensemble que les amis, des associés de 8 heures peuvent devenir des ennemis à 9 heures. C'est pour vous dire que ça crée vraiment des problèmes dans la société. Alors nous allons humblement demander à pas seulement aux juges et aux magistrats, parce que c'est l'erreur qui se fait depuis. On n'associe pas le milieu endogène traditionnel au développement en Afrique. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'il y a, quand celui qui doit être la tête d'une cellule de lutte contre la corruption, même quels que soient ses diplômes et ses compétences, s'il n'a pas un pouvoir psychique, spirituel, occulte derrière, il ne peut pas aller loin en Afrique, et surtout au Bénin. Il ne peut pas. Ah bon? Je vous dis qu'il ne peut pas. Docteur Combien, est-ce que scientifiquement c'est prouvé? Bon. Vous n'êtes pas dans le même, vous n'êtes pas au même diapason d'informations en termes, justement, le plan social, ce que Amoussa Raimi est en train de citer là. Oui, c'est vrai que il peut y avoir des intimidations aussi au niveau du monde universitaire, hein, parce que la corruption, c'est nous les hommes, et puis nous sommes dans une société, nous sommes en Afrique. Quand vous vous intéressez au contexte socio-culturel africain, où l'endogénité nous montre que nos parents utilisent un certain nombre d'éléments pour vivre, survivre, et qu'aujourd'hui, nous utilisons ces mêmes éléments pour intimider les autres, c'est normal que, quel que soit l'environnement où vous êtes, il n'est pas qu'universitaire, il peut être aussi administratif, n'importe où,
lorsque vous allez quelque part et vous êtes intimidé, parfois on a peur et on n'a pas envie de lever la tête, on n'a pas envie de faire un certain nombre de choses, par crainte d'être intimidé jusqu'à même parfois être tué. Mais est-ce qu'il y en a qui disent quand même qu'il n'y a pas de développement sans la corruption? Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit aujourd'hui continuer par lutter contre la corruption alors qu'elle doit amorcer son développement? Ah, c'est une fausse affirmation. Ah bon? Il n'y a pas de développement sans corruption, c'est une fausse affirmation. Il paraît que c'est là où les gens puissent beaucoup plus de moyens qui s'adonnent vraiment au travail. Si l'affirmation il n'y a pas de développement sans corruption doit exister, ça ne peut qu'exister que dans le développement personnel. Parce que la corruption n'a jamais arrangé le développement d'une collectivité ni d'un peuple. Ça a toujours fait remplir seulement les poches des voyous, les poches d'un certain groupe précis qui a préféré aller contre le développement d'une nation. Amoussa Raimi, vous plaidez aujourd'hui pour l'association, sinon une lutte inclusive, mais surtout avec la participation des forces endogènes, pour ne pas dire occultes, qui fait plus ou moins péjoratif. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que véritablement l'association de ces forces-là, surtout dans votre pays, peut participer à lutter véritablement contre le mal? Mais oui, remarquez que aujourd'hui, l'empérage de la corruption est dû à ce qu'on a mis de côté les représentants pratiquement du milieu endogène béninois. On les a écartés exprès. Et dès l'instant où on les a écartés, ils sont allés s'asseoir. Ça veut dire que les autorités n'ont même pas intérêt à ce qu'on dirige véritablement le mal. Mais oui, en réalité, c'est un cercle fermé. Sinon, comment comprendre que le serment que vous prêtez dans un milieu endogène, pourquoi ça a plus de valeur aujourd'hui que le serment qu'on prête sur la Bible ou sur le Coran? Il faut que nous réfléchissions sur ça. Vous n'allez pas voir quelqu'un aller tout de suite dans un temple vaudou de Hevioso et prêter serment qui sera fidèle et ne va pas mettre en poche les sous du village et il va aller déconner. Il ne fera pas. Mais la même personne... Parce qu'ils savent que ça va agir automatiquement. Merci. C'est pour vous dire que juste, il va falloir, et respectueusement je demande au président Talon, qu'on réorganise vraiment le milieu endogène béninois, traditionnel béninois, et que nos dignitaires ont le mot à dire. Mais est-ce que ces dignitaires n'ont pas perdu leur crédibilité auprès de la grande masse aujourd'hui? Qui leur a fait perdre leur crédibilité, s'il vous plaît? On les a emmenés là. On les a emmenés là. Ça veut dire qu'ils sont corruptibles, à la limite. Ce n'est pas qu'ils sont corruptibles. L'origine de leur silence est due au fait que parfois, je suis dignitaire, vous êtes mon fils. Et si je dois parler, le directeur va vous sauter. C'est des phénomènes qui se sont passés ces derniers temps, qui ont fait que les dignitaires, à un moment donné, se sont tus. Combien on sort dans une minute de ce débat, de ce premier débat? Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure rapidement? Avant de conclure, j'ai bien envie d'intervenir un peu sur ce que Amoussa Raimi disait tout à l'heure. Sur le terrain, un dignitaire nous a dit que nous pouvons mettre en place un certain nombre d'éléments culturels de telle sorte que si un agent public vers qui on est allé pour solliciter des services, il essaie de corrompre, on lui fait jurer sur la tradition et il sait très bien, lui-même en voyant que des gens ont été victimes de situations pareilles, il voit, il ne va plus jamais reprendre. Donc on utilise notre tradition pour des cas de corruption. Vous voyez au Ghana en temps, lorsque quelqu'un est pris pour corrompu, on le faisait passer à une guillotine et puis devant le public, au stade municipal du pays, et puis il meurt et tout le monde sait que c'est pour cela que les gens ont été disciplinés pendant un moment donné. Alors donc, il faut noter que ce fléau qui est une perversion ou un détournement de tout processus visant à nuire à l'économie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment endiguer. Il faut faire l'effort de lutter contre ce fléau, sinon nous allons toujours être dans une économie qui flotte et qui ne peut jamais être compétitive. Voilà, faire donc en sorte que notre économie sur le continent africain devienne donc compétitive.
C'est là le vœu de tout le monde et vous pensez que pour y arriver, il faut intégrer toutes les forces inclusives, donc faire appel à la tradition. Ce sera donc tout pour le premier débat de cette émission. Nous retrouvons donc l'actualité sur le continent, le temps de retrouver donc le second sujet. L'ancien Conseil national à la sécurité nigérien Sambo Dasuki, jugé pour corruption, a accusé jeudi le président Muhammadu Buhari de le poursuivre pour des griefs politiques vieux de plusieurs décennies. Dasuki, visé par 3 procès dans le cadre d'un scandale de détournement de milliards de dollars destiné à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, est maintenu en détention par les services de renseignement depuis son arrestation en décembre dernier. La militante burundienne des droits de l'homme, Marguerite Barankissé, a appelé la communauté internationale à agir d'urgence avant qu'il ne soit trop tard et que la situation dans son pays dégénère en génocide comme au Rwanda en 1994. Les crimes de Nkurunziza sont connus, le monde entier ne va pas dire qu'il n'était pas au courant. Nous l'avons assez crié, s'est-elle désolée. En Afrique du Sud, dans la collision ce jeudi de 2 trains dans la banlieue de Durban, près de 130 personnes ont été blessées, mais aucune grièvement. C'est ce qu'ont indiqué les services de secours dépêchés sur place, selon les explications du porte-parole des services médicaux d'urgence. L'un des trains a déraillé et des wagons ont été endommagés sous un pont, compliquant le travail des services de secours. Les causes de l'accident n'étaient pas immédiatement connues. Le débat se poursuit sur SICA. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 1998, eh bien, la corruption prospère là où les politiques lui donnent des motivations et où les institutions de répression sont faibles. Alors, conscient donc du fait que le phénomène se généralise malgré les mécanismes et structures déjà en place pour la lutte, eh bien, les mécanismes de réflexion se poursuivent. Pendant que d'autres optent pour la répression, certains ont choisi la collaboration. Est-il possible de venir à bout de la corruption? Je vous propose donc de retrouver nos invités sur ce nouveau sujet après cette virgule. Le débat se poursuit avec le plasticien métaphysicien Amoussa Raimi et le géographe sociodémographe Hervé Kombieli. L'État béninois, de par sa volonté politique d'éradiquer ce phénomène endémique, a créé par le truchement de la loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011, loi portant donc lutte contre la corruption et autres infractions connaissent en République du Bénin. Docteur Hervé Kombieli, les dispositions légales et réglementaires existent et répriment le mal, mais pourquoi cela perdure? Merci bien. Le mal perdu parce qu'il y a certaines personnes qui ont intérêt à perpétuer ce fléau. Il y a des corrompus et il y a des corrupteurs. Il y en a qui courent dans les rues pour solliciter un certain nombre de services, roubler les personnes en face de qui elles sont pour faire des actes de corruption. Ce qui fait que tant qu'il y a l'administration, tant qu'il y a des usagers, tant qu'il y a contact entre population et personnes susceptibles de fournir des services, il y aura corruption si on ne prend pas un certain nombre d'éléments susceptibles de freiner, susceptibles de faire peur, susceptibles de vraiment réprimer ces actes de corruption. Dans notre travail, nous avons associé les acteurs de la société civile, le FONAC, l'NLC, Alcré, pour nous apporter leur contribution, pour essayer de montrer la voie à suivre, des propositions pour lutter contre ce fléau. Ils travaillaient depuis des lustres et pourtant le phénomène continue. Cela continue aussi bien au Bénin qu'ailleurs. Justement, ailleurs, nous allons donc suivre cet élément que nous propose notre correspondant du Sénégal. Les sorties financières illicites en provenance de l'Afrique sont estimées à beaucoup plus de 50 milliards de dollars selon la Commission économique pour l'Afrique. Cette structure, dont le siège se trouve à Addis Abeba en Éthiopie, peint un tableau alarmant du continent et explique que les 50 milliards représentent une estimation très basse. Mais nous sommes en même temps très conscients que les données n'existent pas suffisamment et que même lorsqu'on la mesure, cette corruption, on ne peut pas aujourd'hui, nous n'avons pas encore les moyens de la mesurer sur toutes ses composantes. Dans son rapport 2015, Transparency International avait pointé du doigt la montée de la corruption en Afrique, qui est le continent le plus touché par ces fléaux avec l'Asie.
Pour combattre des malversations financières, beaucoup de pays africains ont adopté ces dernières années des mesures anticorruption qui se sont dans la majorité des cas révélées inefficaces. Il y a un décalage entre ce que disent les présidents, on va combattre, et la réalité. Parce que tant que c'est des gens qui les concernent, qui sont proches d'eux, ou qui peuvent leur être utiles politiquement, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Ils ne laissent pas la loi s'appliquer. Oui, et voilà, c'est ça la réalité. Le mal continue de ronger les économies africaines, où la police et la justice sont cités comme étant les secteurs publics les plus corrompus. D'autres secteurs s'ajoutent également à cette liste. Ce sont les services d'état civil, l'école, les hôpitaux publics et les utilitaires, qui sont l'eau, l'électricité et les fournisseurs de gaz. Aboussa Rahimi, 50 milliards d'évasion fiscale en Afrique du fait de la corruption. Votre réaction? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que, vous savez, il y a un phénomène qui est bizarre depuis quelques années. On veut grandir tout de suite et maintenant. C'est cela qui explique. On veut grandir maintenant et tout de suite. Et on veut être quelqu'un que tout le monde voit. On veut être quelqu'un que tout le monde voit. L'autre chose, c'est quoi? Dès l'instant où nous n'arriverons pas à réduire le temps d'accès aux biens que nous voulons dans tous les domaines, la corruption va perdurer. Vous vous rendez compte? Je veux tout de suite un acte pour voyager ce soir à 20h. Et c'est 2 semaines après qu'on va me dire que j'aurai ça. Vous êtes sûr que si je ne sors pas l'argent, je n'aurai pas? Vous appelez là une réaction d'une volonté politique de la part des décideurs. Et dans le reportage, il y a un intervenant qui estimait que lorsque la loi s'applique à un proche du chef ou des décideurs qui ne laissent pas la loi s'appliquer. Oui, c'est réel. C'est en fait ce que nous observons partout en Afrique. Il va falloir que nous nous départissions de nos proches. Il va falloir que nous montrions que lorsque notre fils est sanctionné pour faire de corruption, nous n'avons pas à intervenir, nous n'avons pas à amener notre parapluie pour empêcher la loi d'être appliquée. Et tant qu'on ne le fait pas, les actes de corruption vont continuer. Nous avons un certain nombre de pays, vous avez cité le Botswana, il y a le Rwanda, qui font, voilà 2 pays qui font partie des pays les moins corrompus d'Afrique. Allez dans ces pays-là, vous allez remarquer que la loi est appliquée et les populations qui sont dans l'administration, qui fournissent les actes, n'ont pas un certain nombre de largesses pour faire des actes de corruption. Et les actes de punition, l'impunité n'est pas quelque chose qu'on observe là-bas. Alors vous avez cité tout à l'heure dans vos rapports de travaux empiriques que vous avez travaillé avec les membres de la société civile, et y compris l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Alors, une autorité placée sous la tutelle du chef de l'État, pensez-vous que cela est efficace? Bien, cela c'est une question que vous posez qui a deux facettes. Premièrement, c'est que si l'autorité du chef de l'État doit planer tout le temps sur le travail que font les acteurs de la RNC, c'est normal que cela ne fonctionne pas correctement parce que chaque fois qu'ils voudront réprimer, le chef de l'État peut intervenir pour dire, bon, essayez de voir cela ou bien orienter leur façon de faire. L'autre chose, c'est que, toujours dans la même logique, l'autorité du chef de l'État peut les amener à, ou la façon de fonctionner avec le chef de l'État peut les amener à ne pas agir d'une façon ou d'une autre, simplement en ne finançant pas sérieusement leurs actions. Alors, autrement, c'est-à-dire l'autre facette, c'est que l'autorité nationale de lutte contre la corruption peut être sous le chef de l'État et le chef de l'État va totalement se désengager. Il peut dire, je suis le chef de l'État, vous travaillez sous moi, mais je n'ai aucune force sur vous, je ne vous influence pas du tout, faites votre travail. Et là, les choses vont aller dans le bon sens. Depuis la cellule de moralisation de la vie publique en 1996, le FONAC en 1998, la LC en 2013, aucun acteur n'a été épinglé à ce jour. Amoussa Rahimi, vous pensez un jour que ça va arriver? Mais oui, sous le président Talon, ça arrivera même bientôt. Vous y croyez?
Parce qu'on n'a pas manqué de dénoncer des actes de prévarication sous les anciens régimes, mais jamais aucun acte n'a été impégré. Et je profite même pour demander humblement à tous les grands pasteurs, tous les grands imams, tous les grands prêtres, tous les grands hounos, tous les grands dignitaires, grands métaphysiques, de soutenir le chef de l'État. Parce que quand il se sentira soutenu, il posera des actes. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est quand vous êtes seul dans un combat. Mais quand vous regardez à gauche, à droite, et derrière, vous avez des gens. Nous devons soutenir le chef d'État. Une chose est sûre, les études métaphysiques sur son excellence le président Baptiste Talon prouvent que il est venu pour laisser une signature. Personne ne peut l'intimider. Nous lui demandons d'opérer. Parce que, en réalité, les signes astrologiques comme les nombres que l'ancien chef d'État avait ne permettaient pas qu'il soit aussi offensif comme son excellent monsieur Baptiste Talon. Parce que les temps ne sont pas encore venus. Mais avec le président Baptiste Talon, et remarquez son équipe, hein, quand vous prenez aussi son excellence Koupaki et Abdoulaye Biotchane, je prends simplement ces trois-là. Et maintenant, quand on va leur ajouter le président Adjavon, s'il y a solidarité vraiment, vous allez voir, ça va sortir. C'est une affaire de solidarité et d'égrégore, de sincérité et de soutien mutuel entre des forces qui ont amené le président Talon au pouvoir. Alors, docteur Kombieni, est-ce que vous pensez que l'éducation, pour qu'on n'en arrive plus à ces extrémités, est-ce que l'éducation aussi a un rôle à jouer? L'éducation a un rôle très important à jouer, d'autant plus que nous-mêmes, en prélude à la conception de ce livre, nous avons réfléchi à la question et nous nous sommes dit, il faut commencer par éduquer les enfants à partir du bas âge. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé d'abord un concours de poésie à l'intention des enfants de 6 à 12 ans qui vont nous produire des textes poétiques qu'ils viendront déclamer dans un amphithéâtre de l'université d'Abomey Calavi avec des prix. Et les meilleures poésies vont être primées selon un certain nombre de tranches de prix que nous avons réservées. Alors, par rapport à cela, nous avons voulu montrer que si un enfant réussit à écrire quelque chose, un test sur la corruption, il réussit à venir déclamer ce test et il a vraiment bien compris, même si c'est un de ses parents qui lui a écrit ce test, il vient déclamer ce test et il a compris, en face des situations de corruption, il aura une petite réaction. L'autre chose est que l'éducation n'est pas nécessairement l'instruction. L'éducation peut être déjà depuis la maison. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que si nous envoyons un enfant acheter du pain au bord de la voie, il revient avec des pièces, est-ce que nous sommes obligés de lui remettre la pièce qu'il nous a ramenée comme récompense? Tout ça, ça va être étudié de telle sorte que l'enfant n'ait plus toujours l'idée que lorsqu'on l'envoie, on lui donne quelque chose et que celui qui est de l'autre côté, quand il l'envoie, ne lui donne pas. Vous voyez, c'est déjà le début de la corruption. Si on peut déjà commencer par résoudre ces questions-là, avec des enseignements au niveau des écoles qui parlent dans le civisme de la corruption, qui montrent que c'est un mauvais fléau, que quand vous faites cela, vous êtes puni et que vous pouvez rendre gorge, c'est sûr qu'il y aura des changements. Ce sera donc votre mot de fin, Moussa Raimi, en 30 secondes. Moi, je demanderais à toute autorité aujourd'hui dans le pays, et spécialement à notre chef de l'État, de faire des visites surprises dans des milieux où beaucoup de nos compatriotes affluent pour des besoins. De faire des visites surprises et de poser directement des questions sur place là. Mon frère Ameton, c'est pourquoi vous êtes arrivé? Vous avez déposé votre dossier depuis quand? Qu'on commence par faire ce genre de choses. Que nos autorités aussi descendent dans la population, pas surprise. Vous verrez, ça donne toujours. L'autre chose, c'est quoi? Que chacun voit ceux qu'on dit d'eux qui sont des corrompus. Que chacun voit leur vie, étudie leur vie, étudie la vie de leur famille. Et nous allons comprendre que la loi du karma frappe toujours
lorsque on s'approprie les biens publics et on affame les populations. Alors, il m'appartient donc de créer un environnement qui permette aux brebis galeuses égarées d'obtenir leur rédemption. La délinquance n'est pas une maladie incurable, c'est bien sûr feu général Mathieu Kérékou qui le disait. C'était donc votre émission Angle de vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent. Nous avons parlé tout au long de cette émission de la corruption. Très bonne suite de programmes sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info. Merci et à très bientôt.